Bonjour à tous, bienvenue dans Europe Hebdo, votre rendez-vous de l'actualité européenne, des chaînes parlementaires. Dans cette émission, je vous emmène en Roumanie. Avec près de 15 millions d'hectares de terre, ce pays dispose de la 5e plus grande surface agricole de l'Union européenne. Et une aubaine pour de nombreux agriculteurs et investisseurs étrangers qui y achètent des terres arables. Alors faut-il se méfier de la ruée vers les terres roumaines? Nous en débattrons avec nos invités. Mais d'abord, l'actualité depuis quelques mois, les couloirs de Bruxelles et de Navarre bruissent de rumeurs sur le futur traité transatlantique dont les négociations se déroulent à huis clos. Alors, ce TTIP est-il antidémocratique? C'est la question de la semaine avec Simon Barbarie. C'est le traité qui fait peur. Le TTIP, le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. Prévu pour entrer en vigueur dès l'année prochaine, cet accord mettrait en place une gigantesque zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Un marché de 820 millions de consommateurs. Ça en fait du monde. Une véritable arme secrète pour les États en mal de reprise économique. Non? Mais alors, pourquoi les négociations entre la Commission et Washington sont-elles si discrètes? Rien ne filtre, y compris pour les députés européens, pourtant représentants du peuple. Pour les opposants au traité, les négociations seraient carrément illégitimes. Avec le TTIP, les réglementations entre l'Amérique et le vieux continent seraient harmonisées, mais par le bas. On pourrait par exemple voir débarquer en Europe un bon gros bœuf aux hormones américains. Pire, en cas de différend entre une entreprise et un État, c'est une juridiction privée qui devra trancher. Par exemple, si une réglementation nationale dérange une multinationale, la France pourrait se voir condamnée comme un vulgaire justiciable. Il faudra y réfléchir à deux fois quand on votera une loi. Alors le TTIP, un accord antidémocratique ? Alors, ce traité transatlantique est-il véritablement antidémocratique? C'est Karim Zeribi que je reçois pour en parler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, membre du groupe des Verts et vous êtes membre de la délégation avec les États-Unis et à la Commission des Affaires étrangères. Alors, antidémocratique ou pas? Très dangereux en tout cas pour l'Europe, ce traité de libre-échange que nous combattons, nous écologistes au Parlement européen. Nous avons fait partie des députés qui ont voté contre l'ouverture des négociations qui ont commencé en juin 2013 avec un mandat donné à la Commission, mais dont on ne sait plus grand-chose aujourd'hui, à dire vrai. Et pour nous, cela représente un danger sur des enjeux environnementaux d'abord, en tant qu'écologistes, mais aussi alimentaires, agricoles. Les normes, les standards sociaux et environnementaux européens vont exploser pour se mettre au niveau des Européens. On ne veut pas d'une Europe américanisée pour nous écologistes. Quand vous dites que rien ne filtre, il y a pourtant 8 députés qui sont censés être associés en fait à cette négociation. Vous ne discutez pas finalement avec vos homologues? Nous discutons avec les membres du Congrès. J'ai moi-même été à Dublin, puis à Washington, mais la discussion ne contient pas des éléments de fond et d'accord qui sont susceptibles d'être aujourd'hui passés entre la Commission et le commissaire concerné par ces affaires, Karel de Gucht, et son homologue américain. À un moment donné, on va nous proposer qu'un accord de libre-échange ficelé qu'il faudra effectivement valider au Parlement européen. J'espère que le Parlement mettra son veto, car depuis le traité de Lisbonne, tout accord de libre-échange doit être validé par le Parlement européen et les parlementaires, heureusement. Alors la particularité, c'est que soit vous le validez en paquet, soit vous le validez en l'état, soit vous le... Il faut le refuser. Vous le refusez. Cet accord de libre-échange. Je pense effectivement qu'il nous tire vers le bas, qu'il représente un danger. Votre reportage est très bon de ce point de vue. Les OGM, le poulet javellisé, le bœuf aux hormones, tout ce qui faisait les normes, l'exigence environnementale, de santé alimentaire européenne va exploser pour se mettre au niveau des Américains. Nous n'en voulons pas. Vous connaissez le mandat de Karel de Gucht, le commissaire européen a obtenu ce mandat de la part du Conseil, c'est-à-dire les États membres. Vous savez ce qu'il y a dans ce mandat? Il est très flou ce mandat, il est très opaque. On sait effectivement qu'il y a quelques éléments que nous avons souhaité ôter, l'exception culturelle, que la France s'est beaucoup battue. Qui a nécessité effectivement une bataille. Qui a nécessité une bataille au Conseil. Mais tout ce qui n'apparaît pas dans les éléments de négociation peuvent être discutés par ailleurs, donc par le commissaire en question. Donc très franchement, on ouvre une boîte de Pandore qui met en danger à la fois les citoyens, les consommateurs européens, sous prétexte qu'on gagnerait quelques centièmes de points pour la croissance. Alors justement, on nous annonce en fait des créations d'emplois, de la croissance. On en a peut-être besoin au moment où la zone euro et a fortiori l'Europe entière a une croissance atone. On a besoin d'un développement, on a besoin de sortir de l'austérité, on a besoin de renforcer notre tissu. C'est peut-être une solution que d'ouvrir un
marché de libre-échange, si je puis dire, avec 820 millions de consommateurs? Je ne crois pas que la réponse à nos problématiques d'emploi, de chômage, d'inquiétude de nos concitoyens... Ça passe pas par la création d'un libre-échange avec les États-Unis? Je ne le crois pas. Un marché de 820 millions à l'heure où on a la Chine d'un côté et l'Inde 1,5 milliard, 1 milliard de l'autre côté? Je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est de renforcer un tissu économique qui s'appelle les PME, les PMI, c'est d'aller dans le champ de l'innovation, c'est d'aller vers l'économie verte, c'est d'aller vers l'exigence environnementale. Là, effectivement, nous avons des pistes et des gisements d'emplois considérables pour l'Europe, sans pour autant brader tout ce à quoi nous tenons. Et nous avons aujourd'hui fait monter en puissance des standards socio-environnementaux. Il ne faut pas qu'ils explosent sous l'égide de ce traité de libre-échange. Il y a un véritable danger. Aujourd'hui, il faut en prendre la considération et la mesure. Alors, il y a un autre projet qui inquiète nos concitoyens, c'est cette histoire de justice arbitrale. Ça veut dire qu'en gros, dans ce traité, enfin tout ça sont des supputations, c'est-à-dire que rien n'est acté aujourd'hui à l'heure où l'on parle, la justice ne serait pas rendue par une juridiction qui serait des juges, mais par une forme de justice arbitrale qui mettrait les États au même titre que les multinationales. Donc on pourrait attaquer les États au même titre qu'une multinationale. Donc demain, si ExxonMobil attaque par exemple la Pologne en disant nous on veut exploiter le gaz de schiste, vous pourriez être condamné? C'est un traité qui va favoriser les multinationales et leur puissance. Et on sait effectivement où ça va nous mener. Vous parlez d'énergie, le gaz de schiste notamment. Ce traité permettra aux multinationales d'aller au-delà des législations nationales. Et les législations nationales qui ont été élues par la souveraineté nationale, par les peuples, va être mise à mal. Donc c'est un traité qui va nous mener sur un chemin qui va être celui, je dirais, de la mise à mal de la démocratie à laquelle nous tenons. De traité antidémocratique, traité qui favorise les multinationales, traité qui va favoriser le business, on va dire, sans standards environnementaux et sociaux. Aujourd'hui, le gaz de schiste permettra à une multinationale de venir, je dirais, faire des forages en Europe. Alors que nous avons... En gros, vous êtes en train de nous dire que ExxonMobil pourrait, par exemple, demain venir forer en Île-de-France en disant... Nous, on a obtenu le droit par cette justice arbitrale. Sous l'égide de ce traité, on pourra mettre la France en difficulté si celle-ci refuse effectivement d'ouvrir, je dirais, du foncier, du terrain disponible pour l'exploitation du gaz de schiste. Et nous considérons, nous, encore une fois, que ça représente un danger considérable. Donc il faut aujourd'hui que nous puissions tirer l'Europe vers le haut, nos concitoyens vers le haut, que l'Europe soit un exemple, qu'il y ait un modèle européen. C'est ça le vrai défi qui se présente à nous. C'est pas de s'américaniser. Vous nous parlez de modèle européen, c'est assez drôle si je puis dire, sachant qu'on vient de sortir des municipales actuellement en France. Vous êtes de Marseille, Karim Zeribi, et vous avez depuis quelques jours un nouveau maire dans le 7e secteur, et je voudrais qu'on l'écoute. En gagnant ici, eh bien, nous pouvons gagner la France. Donc c'est une étape qui doit nous conduire à terme à 2017. Le rendez-vous encore plus historique que celui que nous venons de prendre ici localement, c'est 2017. Et voilà, c'est une première marche ou une étape vers cet objectif. Karim Zeribi, la prochaine étape 2017, entre-temps on a les européennes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer le FN dans une ville comme Marseille? Il ne faut pas le diaboliser, il faut débattre avec lui sur le fond. Et il faut effectivement prendre en considération la désespérance de nos concitoyens. Et puis, ce qui favorise le Front National, c'est l'abstention. Lorsque l'abstention est forte, mécaniquement, le Front National l'est aussi. Donc il faut faire en sorte de recoller, renouer la confiance entre nos concitoyens et le politique. On est en désaffection forte. Moi j'ai fait campagne à Marseille pour les municipales. Les Marseillais, les Français en général n'y croient plus. Et donc ceux qui se déplacent vers les urnes ont envie de sanctionner, de protester, je dirais d'exhorter un mal-être. Il faut apporter des réponses fortes. Et pour moi ces réponses, elles sont républicaines, mais elles sont aussi dans l'innovation. On ne peut plus faire de la politique comme les partis traditionnels nous proposent de le faire. Donc il faut ouvrir une nouvelle ère. Et le Front National apparaît aujourd'hui, et c'est un comble, comme le parti, j'ai envie de dire, un peu décomplexé. Parti de la rénovation. C'est catastrophique d'imaginer ça. Mais quand on voit des maires au Front National qui ont 30 ans, 35 ans, et quand on voit effectivement des gens s'accrocher à leur mandat 70, 75 ans, à l'UMP ou au PS, je pense effectivement qu'il faut s'interroger sur le renouvellement du personnel politique, sur une authenticité retrouvée en politique, sur un discours vrai, et puis surtout sur des réponses qui sont des réponses républicaines, laïque, forte, où tout un chacun pourra se retrouver. Le Front National, c'est la division, c'est le rejet, c'est la haine. Donc on le sait. Maintenant, il faut l'attaquer sur le fond. Quel projet? Ravier, ils vont nous montrer ce qu'il va être capable de faire à la mairie du 7e secteur. Dernière question.
Karim Zeribi, on annonce 23% potentiellement dans les sondages pour le camp de Marine Le Pen lors des prochaines européennes. Comment on fait quand un Parlement européen, peut-être d'ici juillet, aura un groupe politique qui représentera peut-être 25%? D'abord, d'ici là, il faut faire campagne. Et quand on est européens convaincus comme nous, écologistes, il faut indiquer que nous ne sommes pas des eurobéats. Nous voulons réorienter l'Europe, la réajuster, changer l'Europe. Changer l'Europe pour du fédéralisme, ce que la plupart des gens... changer l'Europe pour faire en sorte que l'Europe, encore une fois, soit une Europe non pas de l'austérité, mais des investissements d'avenir, de la jeunesse, de l'emploi, de la solidarité. Donc cette Europe-là est apparue très libérale, donc plutôt favorable aux multinationales, aux grands acteurs économiques, à la finance. Donc, et effectivement, tant qu'on aura cette Europe-là... En finir avec l'Europe des marchés, en gros. Tant qu'on aura cette Europe-là, nos concitoyens n'y croiront pas et auront la tentation du repli de l'euroscepticisme qui est porté par le Front National. Donc il faut faire campagne pour une Europe du changement, une réorientation, donner vie à l'Europe, en indiquant effectivement qu'il y a des combats à mener. Et puis effectivement, ensuite, il va falloir batailler au sein du Parlement européen parce que si on a des eurosceptiques, le chemin pour faire avancer l'Europe va être plus difficile. Il faut que nos concitoyens l'entendent. Il faut mettre, je crois, en place au Parlement européen des eurodéputés de combat favorables à une Europe de la solidarité. C'est effectivement un mot à la mode en ce moment. Merci beaucoup Karim Zeribi d'avoir été avec nous. Nous, on continue direction la Roumanie, peut-être le futur grenier de l'Europe, ce qu'il a été dans l'entre-deux-guerres. Depuis quelques années, de nombreux investisseurs et agriculteurs achètent des terres arables là-bas pour investir, un véritable Eldorado. Mais certains y voient déjà un accaparement des terres, décryptage par Marie Brémaud et Mehdi Chebana. Dans la famille de Denis Thomas, on est viticulteur de père en fils depuis plus de 10 générations, en plein cœur de la Bourgogne, à Nuits-Saint-Georges. Alors, je vous emmène dans le vignoble, donc sur les coteaux, les 4/5e de nos vignes étant au coteau. Quand en 1995 le domaine familial est vendu, ce passionné et sa femme font leur valise. Direction Saraten, un petit village à 150 km de Bucarest. Je suis venu en Roumanie, attiré par le pinot noir. Bon, étant bourguignon, c'est mon cépage de prédilection. Et je cherchais, pour l'entreprise familiale que je dirigeais, à développer des pinots noirs de qualité. L'orientation, l'amplitude thermique, des terrains calcaires et aérés, toutes les conditions ici sont réunies pour un terroir d'exception. Mais si Denis Thomas s'est exilé, c'est surtout qu'en Roumanie, les terres agricoles représentent encore de belles opportunités. L'hectare ici est 20 fois moins cher que dans sa région natale. On est à 2000 € l'hectare pour la terre non plantée et 5 000 pour des vignes plantées en bon état, 5 à 10 000 pour des vignes plantées en bon état. Alors qu'en Bourgogne? En Bourgogne, on commence à 60 000 pour finir à 1 million l'hectare. Le Français est désormais à la tête d'un domaine viticole de 70 hectares, le fruit de 15 ans d'investissement. Si Denis doit faire face à beaucoup de tracasseries administratives, l'accueil des Roumains l'a conforté dans sa nouvelle vie. 10 salariés travaillent à plein temps sur le domaine. Bonjour. Bonjour, tout mon respect. Qu'est-ce que vous faites? On laboure, la saison a commencé. Ici, le regard porté sur les propriétaires terriens étrangers est bienveillant et surtout pragmatique. C'est une bonne chose qu'ils viennent ici et qu'ils fassent des affaires plutôt que ça reste en l'état. C'est une bonne chose. J'ai un avis plutôt positif. S'ils n'étaient pas venus, peut-être qu'on ne travaillerait plus. Être propriétaire, c'est un rêve. Moi, j'ai une propriété. J'ai 1 hectare de vigne, c'est suffisant. Pour Nicolae, exploiter la terre pour son propre compte est une lointaine chimère, comme pour beaucoup de paysans roumains. 70% des terres restent consacrées à une agriculture de subsistance, une agriculture familiale. À la mairie de Saraten, la ruée des fermiers occidentaux est perçue comme une opportunité, l'occasion de moderniser une agriculture souvent archaïque. Dans la région,
30% des exploitations agricoles sont détenues par des Européens. On apprend beaucoup auprès des étrangers. Une association avec les étrangers a toujours apporté de bonnes choses. En fait, ils ne travaillent pas vraiment. Ils ont apporté les machines, les outils, et ce sont les habitants de la commune et de la région qui travaillent pour eux physiquement. Il n'y a aucun chiffre officiel, mais on estime que 10% des terres arables en Roumanie seraient détenues par des étrangers, principalement des Européens. Depuis quelques années, des voix s'élèvent et dénoncent un accaparement du sol roumain. Avec l'entrée du pays dans l'Union européenne et la libéralisation du marché foncier, il est bien plus facile d'acheter des terres agricoles pour les investisseurs étrangers. Pour l'une des plus importantes fédérations de syndicats agricoles, le problème est ailleurs. Il faut que je travaille sur ce dossier. Les collègues en ont besoin. Il faut que je passe les voir. La taille des exploitations, pour la plupart des mini-parcelles distribuées à la Révolution roumaine, ne sont pas à la hauteur du marché européen. La seule solution, c'est l'association, le remembrement. C'est la seule solution qui permettrait de sortir du marasme. Car s'associer, ça donne la possibilité de mieux capitaliser les subventions, la possibilité de couvrir le crédit de la banque, car la surface est plus grande. Mais s'associer, c'est surtout la possibilité de vendre la production à un prix bien plus avantageux. La puissance de négociation des paysans grandit. Depuis 2007, Bruxelles a accordé près de 10 milliards d'euros à la Roumanie, exclusivement pour l'agriculture et le développement rural. 67% de cette somme a déjà été utilisée, mais les petits paysans et les petites exploitations roumaines ont toujours de très grandes difficultés à accéder à ces fonds. Alors la Roumanie deviendra-t-elle la troisième puissance agricole d'Europe? Je reçois deux députés européens sur ce plateau pour en parler. Christian Dan Preda, bonjour, vous êtes député européen roumain, membre du Parti populaire européen. Et Marc Tarabella, on ne vous présente plus, vous êtes député belge, socialiste et démocrate. Christian Dan Preda, je me tourne vers vous. Il y a énormément de polémiques autour de cette question d'achat de terres arables par des Européens de l'Ouest, voire par des étrangers extra-européens. Est-ce que vous parlez ici d'accaparement de terres arables ou est-ce que c'est une opportunité pour la Roumanie? Non, c'est une excellente opportunité dont nos frères européens ont déjà profité. Il faut dire que quelques 800 000 hectares sur les 14,7 millions de hectares terres arables, je veux dire, sont déjà détenus par des Italiens, des Allemands, des Hongrois et des Espagnols. Et des Suisses. Ça. Les Suisses aussi, ils sont là. Il y a aussi quelques 10% de ces terres-là qui sont détenues par des gens venant des pays arabes. Et cela a été possible même avant cette libéralisation complète le 1er janvier 2014, parce qu'il y a eu des achats par des sociétés. Et donc, comme dans votre reportage dans le domaine du vignoble, dans différentes cultures agricoles, on en a profité. C'est pour le bien du pays, c'est excellent et ça doit continuer. Vous êtes d'accord, Marc Tarabella? Est-ce qu'il n'y a pas une part en fait, de privatisation, si je puis dire, des terres arables roumaines? Je suis partiellement d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est vrai que l'agriculture roumaine a vocation, et la Roumanie a vocation à devenir un des plus grands producteurs agricoles européens. Vous dites le troisième. C'était déjà le grenier de l'Europe dans l'entre-deux-guerres et l'idée c'est d'y revenir. Et il y a beaucoup de terres de qualité, un climat exceptionnel et qui sont sous-exploitées, c'est vrai. Mais la plus grande partie de la population rurale vit de l'agriculture. Alors c'est vrai que c'est une agriculture de subsistance qui permet quand même aux gens de se nourrir. Alors c'est vrai qu'ils vivent dans des conditions précaires, très souvent, et qu'on a envie d'un développement. Ma crainte à moi, je le dis clairement, c'est que la transition agricole qu'on a vécue au niveau de différents pays européens, comme la France, la Belgique, où aujourd'hui on est à 1 ou 2 ou 3% de la population active qui vit l'agriculture par rapport à 30 ou 40%. C'est quasi 50% pour les Roumains. Oui, mais nous avons vécu ça aussi. Dans l'avant-guerre chez nous, la même proportion de la population était impliquée dans l'agriculture. Donc vous craignez une forme de transition industrielle? Je crains une transition beaucoup trop rapide. Et que va devenir la population rurale? Ici, le viticulteur à 70 hectares, il fait travailler 10 personnes. J'ai vu des fermes en Roumanie de 3-4 000 hectares qui fonctionnent avec 5-6 tracteurs, donc 5-6 emplois temps plein. Et donc je me dis que s'il y a un accaparement des terres, c'est quand même au détriment de petites surfaces, d'agriculteurs qui aujourd'hui produisent pour se nourrir, et c'est vrai ne développent pas malheureusement une activité économique qu'ils mériteraient de développer.
Mais si on va d'une transition d'une petite agriculture de subsistance directement vers une agriculture hyper productiviste, il n'y aura peut-être que certaines zones montagneuses où les petits agriculteurs vont pouvoir se maintenir, voire développer leur activité, car ils le mériteraient de commercialiser leurs produits. Et on parle directement ici du marché européen. Attention, il y a aussi la demande intérieure, et je crois que la souveraineté alimentaire, c'est aussi quelque chose d'important. Ouais. Et donc ma crainte, c'est que va devenir l'essentiel de la paysannerie roumaine dans les années à venir, sachant que les terres vont être effectivement prises et accaparées par des fermes de plus en plus grosses et qui vont être porteuses de moins en moins d'emplois. Alors Christiane Manfreda, justement, est-ce qu'il faut craindre une forme de transition trop rapide vers une agriculture, je dirais, de marché, qui derrière va coûter aussi de l'emploi ? Non, je crois qu'à ce moment-là, il y a un certain équilibre entre les petites exploitations et les grandes. Il y a encore presque 40% des gens qui vivent de l'agriculture. Et pour le paysan roumain, c'est quand même, vu le niveau moyen de vie, une chance extraordinaire. Il faut savoir que la subvention payée pour 1 hectare en Roumanie, c'est au niveau de l'année 2013, dans les quelques 140 €, et ça va augmenter jusqu'en 2019 jusqu'à 190. Oui, mais si donc par exemple, s'il s'agit en fait de donner ces subventions, si je puis dire, à des étrangers pour exploiter les terres roumaines, est-ce qu'il n'y a pas un hiatus là? Non. Parce que, comme je disais, il n'y a pas, dans les années qui nous ont précédés, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, je vais en revenir, il n'y a pas un accaparement, comme vous avez dit. On a beaucoup discuté juste avant le 1er janvier, ce moment 2014, ce moment de libéralisation complète, d'un danger comme quoi il y aura une sorte d'invasion. Oui, qui a d'ailleurs été un petit peu manipulé par des mouvements nationalistes en Roumanie. Voilà, et ce n'est pas le cas. On est en avril et le prix n'a pas bougé par rapport à l'automne passé. Il n'y a pas eu des ventes exceptionnelles. Au contraire, il y a une sorte de gel maintenant parce que beaucoup de gens ne veulent pas vendre parce qu'ils attendent des prix plus élevés. Et donc, pour l'instant, on est très loin de cette invasion. Autrement dit, vous voyez plutôt une opportunité d'importer des savoir-faire, d'importer des outils et puis de créer de l'emploi. Grandiose, et de faire entrer les paysans, les fermiers roumains sur un marché avec un peu plus de courage et avec un peu plus de chance. Parce que jusqu'ici, c'est vrai, vu le fait que la Roumanie est entrée très tard en 2007 et vu cette période de blocage sur la libéralisation de l'achat des terres, on était quand même marginalisé ou, avant 2007, bien sûr, absent. Et donc, ça va nous donner une chance importante. Et je crois qu'il faut regarder ça plutôt avec optimisme. On est au début d'une belle histoire et non pas à la fin d'une histoire de cauchemar. Hein. Alors justement, Marc Tarabella, on est peut-être au début effectivement d'une belle histoire. Est-ce qu'il ne faut pas garder confiance dans la capacité aussi du peuple roumain et de ses dirigeants à créer une forme de marché intérieur européen et à offrir en fait cette capacité de développement à l'agriculture roumaine, sachant qu'on risque d'être en concurrence avec que ce soit le Brésil, la Chine, l'Inde en ce qui concerne le besoin de matières premières? Est-ce qu'on n'a pas besoin de se grenier et de créer ce marché intérieur agricole avec la Roumanie en 3e poste? Très clairement, quand on fait référence au Brésil, il y a des acteurs extérieurs comme les États-Unis desquels on importe massivement le soja pour nourrir notre bétail. Très clairement, on doit avoir une stratégie européenne d'essayer de diminuer notre dépendance à l'égard d'autres continents, notamment du continent américain, par rapport à la production de protéines végétales. Et c'est vrai que la Roumanie peut y contribuer largement, mais aussi nos voisins. On parlait de l'Ukraine il n'y a pas tellement longtemps. Oui. Mais très clairement, oui, mais... Il y a d'autres problèmes, mais bon, c'est un autre débat. Très bien, mais je reste quand même dubitatif par rapport à cette hyper-évolution qui va aller très vite et qui va peut-être laisser sur le bord du chemin une partie de la paysannerie roumaine. Moi, je dirais que ce n'est pas la vitesse de la transformation qu'on doit attendre. C'est la lecture que fait mon collègue belge. C'est justement le contraire, une lenteur, parce que on est depuis 2007 quand même membre de l'Union européenne et les paysans sont la catégorie sociale qui attend le plus et qui disent, comme monsieur dans le reportage, que la vitesse n'est pas
trop accéléré, qu'on n'a pas trop accéléré. Vous attendez beaucoup de la politique agricole commune. Il faut dire aux gens, parce que nous sommes tous Européens, on n'est pas des étrangers, hein, par rapport à l'Europe, on est tous égaux. Et donc moi je fais un appel à ce que les gens viennent en Roumanie. La terre est bon marché, très bon marché encore. Et donc on a des paysans qui n'attendent que s'impliquer, s'investir dans ce grand marché européen. Alors mais comment permettre aux agriculteurs roumains de se constituer des parcelles? On voit que la problématique aussi c'est le morcellement de la terre. Oui, ils commencent à faire cela. Pourquoi? Parce que, écoutez, il y a eu un vrai drame au début des années 90, parce qu'au moment de la restitution des terres, il y avait en quelque sorte le drame du communisme et des associations forcées, hein, les coopératives agricoles de production qu'avait inventé le communisme et qui était une sorte d'association forcée. Alors ils ont mis du temps pour s'habituer à l'idée que l'association, ce n'est pas simplement la force, la domination d'une autorité étatique, mais que c'est l'expression de la libre volonté. Et donc, depuis quelques années, ils sont en train justement de reconstituer ce tissu associatif, de se mobiliser pour essayer de grossir. Voilà, et pour travailler ensemble, pour échanger des expériences et pour avoir vraiment une force devant les autorités publiques, parce qu'autrement la terre était morcelée. C'est qu'on a restitué les terres. Enfin, c'était un acte de justice. Qui est effectivement la condition sine qua non pour réussir en fait à exister dans un marché européen global. Voilà. C'est le cas, Marc Tarabella? J'ai une équation simple pour conclure. C'est vrai qu'il y a des petits fermiers avec 1 hectare en Roumanie, mais imaginons qu'ils grossissent, qu'ils s'associent pour acheter du matériel et produire mieux et plus. Très bien, mais je préfère 3000 hectares où vivent 100 familles sur chacune 30 hectares que 3000 hectares où même propriétaire qui lui va hyper s'enrichir et qui va faire vivre 10 travailleurs qui vont conduire les tracteurs. Dernière question, messieurs, très rapidement. On voit que c'est aussi l'Eldorado de l'agriculture bio, la Roumanie. Est-ce que ce sont les mêmes standards qu'en Europe de l'Ouest? Est-ce que le bio roumain est le même que le bio français, que le bio allemand? Marc Tarabella? Oui, le bio a une règle, une charte éthique partout en Europe. Elle doit s'appliquer partout de la même manière. Et c'est vrai qu'à côté de l'agriculture hyper productiviste, doit aussi en Roumanie coexister une agriculture vraiment de qualité, car ils ont des produits de qualité, qu'ils mériteraient de valoriser, de commercialiser partout en Europe. La tomate roumaine est bien plus savoureuse que la tomate andalouse, je peux vous le dire. Vous êtes d'accord, Christiane Donpreda? Tous les étrangers, je veux dire des autres pays, européens et non européens, qui viennent chez nous, disent ce qu'ils disent sur la tomate, sur nos légumes, sur nos viandes. Sur la vigne, comme on le voit. Donc c'est vraiment du bio supérieur à d'autres. Bah, écoutez, on vous invite tous à aller manger de la tomate roumaine et de la vigne bio. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat avec nous. Nous, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine à Strasbourg avec Ahmed Tazir. Bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires. À bientôt.